Virginie Grelot pour l'Obs. Bonjour Virginie et Olivier Marin. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier pour le Explorimo, Le Figaro. Qu'est-ce que vous retenez finalement de 2015? Qu'est-ce qui, selon vous, va marquer, qui seront les bonnes nouvelles, notamment de cette année 2015, du moment sur ce marché immobilier? Au-delà, c'est vrai que bien sûr, de ce qu'on va retenir sur l'activité du marché, c'est évidemment le rebond. C'est signe de reprise. On a eu une sorte de retour de la confiance. On a fini de la morosité de l'attentisme en fait qui nous plombait depuis quelque temps. En fait, cette année 2015, les notaires l'ont confirmé il y a quelques jours, on sera au-delà des 730 000, peut-être 750 000 ventes, ce qui est quand même bien. Il faut savoir que les très bonnes années, on est autour de 800 000, les moins bonnes à 600 000. Donc ça, c'est évidemment le fait qu'on revienne à des transactions, on vend, on achète des appartements, donc ça c'est un signe de bonne santé. Dans le neuf, les investisseurs ont plébiscité le Pinel, dans l'ancien, les délais de vente se réduisent, les taux d'intérêt, malgré une petite remontée qu'on a eue en juin dernier, ils sont restés quand même suffisamment attractifs et très bas tout au long de l'année. On est autour de 2,45% en moyenne taux fixe sur 20 ans, on était à 3,45 en 2011, et puis les prix en moyenne ils continuent de baisser légèrement, même si évidemment en regardant dans le détail, ça baisse pas partout et pas au même rythme. Et puis il y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est les permis de construire qui sont dans le vert, et les permis de construire, ce sont les mises en chantier de demain. Voilà, ça c'est plutôt au rayon des bonnes nouvelles. Les moins bonnes, si l'on peut dire, en fait, c'est un afflux d'acquéreurs qui entraîne justement une tension sur les prix. On le voit, le symbole, c'est Paris, qui est à 8 000 € par mètre carré, avec notamment 4 arrondissements qui sont au-delà des 11 000, 1er, 4e, 6e et 7e arrondissement. Et puis on a, dans les secteurs ruraux, alors là, des prix qui se sont littéralement effondrés, c'est très bien, mais en fait, il n'y a pas d'acheteurs. Et puis dans le neuf, les prix restent quand même élevés, et on a des primo-accédants qui ne sont pas encore là, ils seront, on l'espère, présents en 2016 avec le nouveau PTZ, et les banques qui sont quand même toujours sélectives. Vous partagez ce constat, Virginie, finalement, où il y a d'autres petits aspects qui vous... Non, globalement, Olivier a fait un bon résumé de la situation. C'est vrai que ce qui a changé, c'est donc cette hausse des transactions, dans un contexte de taux très bas, de prix relativement stable. Alors après, comme Julien l'indiquait, il y a parfois des villes où les prix ont plus augmenté que d'autres, et aussi des villes où les prix ont baissé. Mais ce qui était important, c'est d'être à une année charnière. Est-ce qu'on peut imaginer que cette reprise finalement soit pérenne, que là, on a épuré un petit peu ce qui bloquait, ce qui cassait ce marché, et que aujourd'hui on s'appuie sur des fondamentaux favorables pour que 2016 soit... Les fondamentaux de l'immobilier, ils restent globalement favorables. Ce qui manque, c'est la confiance. Globalement favorable parce que la demande est forte, la croissance démographique produit ses effets tout simplement. Ce qui se passe simplement, et ce qui des fois génère cet attentisme, c'est le contexte économique, la montée du chômage, la difficulté quand même qu'ont certaines banques à prêter, et enfin, il faut que les ménages aient suffisamment confiance pour se lancer. Donc là, la situation, elle est quand même un petit peu plus claire, l'économie semble repartir, les taux restent bas, la Banque Centrale Européenne a indiqué pour l'instant qu'elle continuerait sa politique actuelle, donc ça veut dire que les taux de crédit vont rester bas, les ménages les plus modestes, primo-accédants, vont être soutenus par le prêt à taux zéro. Donc il y a un certain nombre de signaux qui sont passés au vert, et 2016 devrait globalement être une bonne année. Ça s'éclaircit un peu, mais on est quand même sur un équilibre très fragile, on le sait, de toute façon, mais ça s'éclaircit quand même dans l'ensemble. On est sur le fil. On est sur le fil, on sait qu'on attend pour 2016 vraiment cette relance de la primo-accession, on espère que les primo-accédants vont revenir sur le marché, et puis les investisseurs aussi dans l'ancien qui sont partis notamment à Paris, pour d'autres, on sait qu'il y a tout un business en ce moment sur les locations touristiques, Airbnb et autres, et c'est une vraie tendance, un vrai marché qui est en train de bouger actuellement, où certains, avec l'encadrement des loyers, en fait, se sont dit, finalement, on va essayer de voir. Il y a peut-être d'autres formes de location qui sont plus ou moins légales. On verra. On sait que la mairie de Paris va s'attaquer à ce problème. Sur 60 000 locations touristiques, par exemple Airbnb, on sait qu'il y en a à peu près 20 000 qui sont totalement illégales, qui sont devenues un véritable business. Malgré tout, il y a un petit piment politique qui va venir teinter le début de l'année. Non, a priori, on devrait avoir du changement au gouvernement, notamment sur le logement, avec
Sylvia Pinel qui, oui, alors, Virginie, devrait quitter le gouvernement pour la région dont elle deviendrait vice-présidente en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Oui, tout à fait. Alors, c'est cette région avec ce nom si long. Effectivement, alors Sylvia Pinel a toujours dit, pendant la campagne, qu'elle, si elle était élue, elle quitterait ses fonctions et donc il va y avoir un mini-remaniement. Il y a certains noms qui sont évoqués, donc celui de Jean-Michel Bellay, qui est aussi le président des Radicaux. Ça, a priori, les résultats de l'élection auront lieu début janvier, le temps que les discussions se fassent, qu'il y ait certains enjeux sans doute, puisque on entend aussi dire que d'autres postes, d'autres ministères seraient remaniés pour l'occasion. Réponse sans doute fin janvier. Après, en termes de conséquences, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements sur la politique du logement, même si le ministre ou la ministre change. On a vu quand même qu'entre Duflot et Pinel, le changement de nom avait presque suffi à rendre le produit agréable. Donc est-ce que là, il y a un risque de le voir Non, de toute façon, Sylvia Pinel, c'est pas vraiment une surprise. C'est vrai qu'à chaque rumeur de remaniement, on avait dit, bon, elle va partir, elle va quitter le gouvernement. Elle est arrivée un petit peu sur la pointe des pieds. C'est vrai qu'au départ, c'est Jean-Michel Bellay qui devait prendre le poste. Et puis, il y a eu des petits, on va dire, des petits ennuis judiciaires qui ont fait qu'il y a eu ce report. Sylvia Pinel est arrivée au début vis-à-vis des journalistes. Elle n'a pas fait l'unanimité. Elle ne connaissait pas ses dossiers. C'était quand même très difficile. Et puis, progressivement, elle s'y est mise. On va dire qu'elle a progressé. Elle connaît pas mal, même voire très bien ses dossiers, et puis surtout son nom restera collé à un dispositif d'investissement locatif qui cartonne. Le Pinel, ça restera quand même pas mal de temps. Alors deux choses juste pour voir qui pourrait la remplacer. Il y a deux favoris en fait. C'est Jean-Michel Bellay dont on parle, et puis un autre qui serait plus, on va dire, légitime et qui était en fait le monsieur logement de François Hollande durant la campagne électorale de 2012. C'est évidemment Thierry Repentin qui connaît à fond tout ce qui est foncier, qui pourrait légitimement pour cette dernière année occuper le poste de ministre du Logement. Voilà donc pour les aspects de ce marché immobilier. On en arrive au conseil pratique. Qu'est-ce qui va changer concrètement en 2016 dans ce monde immobilier? Olivier, qu'est-ce que vous nous proposez d'avoir sur le devant de notre prévisionnel sur 2016? Alors, à retenir deux choses. C'est évidemment l'élargissement du prêt à taux zéro qui permet aux jeunes ménages donc d'accéder à la propriété. Il est étendu dans le neuf et dans l'ancien avec travaux. Montant du prêt sans intérêt relevé jusqu'à 40% de la somme empruntée au lieu de 18 à 26% selon les zones géographiques. Différé de remboursement, période pendant laquelle l'emprunteur ne rembourse pas son PTZ sera d'au moins 5 ans pour toutes les tranches de revenus, étendu à l'ensemble du territoire, et dans l'ancien, le PTZ doit s'accompagner de travaux de rénovation qui représentent au moins 25% du coût de l'acquisition. Ça devrait, alors là, ça devrait marcher, logiquement. Peut-être un PTZ, bémol sur l'ancien. Voilà. Peut-être sur l'ancien, un bémol, ce ne sera pas évident. Quoi d'autre? L'autre mesure, elle est plus locale. Ça concerne les droits de mutation qui augmentent à Paris à partir du 1er janvier. C'est joué, comment c'est joué? Non, mais on peut plus. Oui, non, mais on parle des changements, c'est d'ailleurs nouveau en 2016. Donc, ce qu'on appelle les frais de notaire, donc droit de mutation qui augmente à Paris, donc dans quelques jours. Il passe de 3,8 à 4,5% du prix d'achat d'un bien immobilier. Donc, ça concerne les logements, ça concerne les bureaux, ça concerne les commerces. Et par exemple, donc, un 2 pièces de 35 mètres carrés à 280 000 euros. Le surcoût, il passe de 19 500 à 21 500 euros. Et maintenant, il n'y a que 6 départements qui conservent le taux de 3,8. C'est l'Indre, l'Isère, la Mayenne, le Morbihan, la Martinique et Mayotte. Bon, voilà, pour ceux qui cherchent des destinations pas chères en termes de droits de mutation. Virginie, vos conseils pratiques cette semaine pour terminer l'année? Pour terminer l'année, un conseil pratique, c'est surtout de penser aux petites obligations qui incombent à chacun des propriétaires, et notamment celle d'installer des détecteurs de fumée. C'est quelque chose de très important, très pratique, mais je regarde. On a commencé à recevoir des coups de téléphone de sociétés qui profitent du truc. Alors, oui, ça si, parce que... Oui. Non, mais justement, ça, c'est pas la peine. On peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même, ça va vous coûter entre 10 et 30 euros. Vous allez dans une grande surface de bricolage, vous prenez un modèle qui est certifié NF, comme ça il sera garanti, et vous l'installez. C'est un petit coup de perceuse, c'est pas très long et c'est tellement important. Un trou, une vis. Voilà. Et on a jusqu'au 31 décembre, c'est ça, non? Oui, alors techniquement oui, bien sûr, au 1er janvier il faut que tous les logements soient équipés. Je rappelle que les propriétaires doivent
les propriétaires bailleurs, doivent équiper les logements de leurs locataires, charge ensuite aux locataires d'en assurer l'entretien. Mais de toute façon, vu la somme et vu l'importance du sujet, je conseillerais aux locataires de prendre les devants si besoin. C'est nettement plus important. Ça se fait rembourser. Ça se fait rembourser après, mais bon, enfin, vu le montant de la somme par rapport à l'enjeu, je pense que c'est... Bon, donc juste les détecteurs de fumée. Ouais. Bon, vous n'aviez pas envie de nous emmener au cinéma, je crois? Ah si, ça je peux vous emmener au cinéma puisqu'il y a eu la semaine dernière, le 23 décembre, la sortie du film The Big Short, le casse du siècle. Et voilà. Pourquoi est-ce que vous nous emmenez au cinéma pour parler immobilier, entre guillemets? Je suis désolé. Parce que... Non, il n'y a pas que Brad Pitt, il y a aussi Christian Bale, Ryan Gosling et Steve Carell, donc il y a un super casting. Simplement, le film aborde le thème de la crise des subprimes, qui est quelque chose quand même qui a été à l'origine de toute la crise financière mondiale et qui concernait donc ces fameux prêts immobiliers, ces prêts hypothécaires rechargeables aux États-Unis. Aux États-Unis, très risqués. Et le film explique, alors c'est pas le plus simple, parce qu'on est quand même en pleine logique financière, mais le film retrace l'histoire de plusieurs analystes, plusieurs investisseurs qui s'étaient livrés, eux, à une vraie analyse de fond des fonds d'investissement, de titrisation des prêts immobiliers, avaient 18-24 mois auparavant compris qu'il y aurait un problème. L'un des personnages d'ailleurs le date en disant que ce sera le second trimestre 2007 quand les taux révisables remonteront. Le second trimestre 2007 arrive et malheureusement pour des milliers de ménages américains qui ensuite ont été entraînés dans la crise, il avait raison. Bon ben voilà, on peut parler d'immobilier et de finances au cinéma grâce avec Brad Pitt. Brad Pitt. Bon, on termine avec les biens de prestige, une part de rêve comme allez. Oui, on peut rêver. En fait, on l'avait traité, un bien de prestige, en fait, dans un numéro de Propriété de France en début d'année. C'est un extraordinaire, vraiment sublimissime château, le château de la Croix des Gardes, qui est situé à Cannes, sur une petite colline. Je crois qu'on va voir les images. C'est une propriété qui s'étend sur 10 hectares, plus de 1000 mètres carrés habitables, 20 pièces, une vingtaine de chambres, une piscine de 33 mètres qui semble littéralement se jeter dans la mer. C'est un château qui a servi de décor à pas mal de films, et notamment celui d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant et Grace Kelly, qui était la main au collet dans les années 1960. C'est un bien qui est sur le marché de l'hyperluxe, proposé par Sotheby's International Realty pour plus de 50 millions d'euros minimum. Voilà. On ne peut pas en dire plus. Photos, effectivement, qui font rêver. On voit les images actuellement. Pour ceux qui nous suivent en télévision, donc effectivement, ça coupe le souffle. Virginie, vous nous emmenez où? Moi, je vous emmène plutôt à la neige quand même. Alors, la neige... Non, elle n'a pas de neige, là. La neige est très rare, mais je vous emmène quand même dans les Alpes. Alors, vous avez en ce moment, c'est la grande saison de la location saisonnière des chalets, donc vous pouvez décrocher des biens qui sont relativement exceptionnels pour des sommes évidemment exceptionnelles. Donc que ce soit Courchevel, Méribel, Megève, ça va entre 10 et 200 000 euros la semaine. Donc forcément, il faut avoir les moyens. Mais il faut savoir que pour ces prix-là, quand même, donc vous avez un chalet qui généralement... On est loin du studio cabine où on est loin du studio cabine. C'est vraiment des très très belles constructions avec des spas, des jacuzzis, des salles home cinéma. Comme ça, vous pouvez... non, vous pouvez peut-être pas regarder Brad Pitt tout de suite, mais et d'ailleurs, ça vous incite quasiment pas à sortir. Donc, vous pouvez très bien louer. Pas de neige. Voilà. Vous pouvez rester dans ces chalets bien au chaud. C'est très chaud. On a même pas la clim d'ailleurs. Très certainement, ce sera sans doute la prochaine installation. Mais il faut savoir que c'est très demandé aussi par la clientèle internationale. Et donc, c'est quand même des biens qui se louent très bien. Et ben voilà, et pour ceux qui nous regardaient en télé également, quelques images qui illustrent les propos de Virginie. On termine, Olivier. Je me permets en avant-première pour intégrer placement. Il n'est pas encore sorti en kiosque, il sort. Levez-le un peu parce que sinon on ne le voit pas à la télé. C'est le numéro d'Explorimona, sur les nouvelles régions, les 13 super régions, avec une enquête d'une vingtaine de acheté en 2016. Voilà. Et ben voilà, tout est dit. Olivier Marin pour Explorimo, Le Figaro, Virginie Grolot pour l'Obs et Julien Mouret, BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir joué le jeu de ce club de la presse IMO, dernière édition 2015. On se retrouve en 2016, bien évidemment, pour continuer à vivre au rythme de ce monde immobilier. Le CAC 40, lui, il est toujours en petite baisse ce matin, décidément. On joue au yo-yo.